L'invité de 8h30 sur LCI ce matin, c'est Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances. Merci d'être avec nous ce matin. Michel Sapin, vous avez dit récemment que vous n'aviez jamais vu une situation aussi dégradée sur un plan d'un point de vue budgétaire. Une commission d'enquête se met en place, elle devrait être actée la semaine prochaine. Elle est indispensable pour vous pour faire la lumière sur ce dérapage budgétaire? C'est utile. Ça ne résout pas les problèmes. Mais c'est utile de savoir comment on est arrivé là. Quand je dis que c'est du jamais vu, on a déjà vu des budgets à moins 8% par exemple au moment de l'année, je puis dire, du Covid, ou à moins 7% au moment de la crise financière. Ce qui n'est du jamais vu, c'est d'avoir un déficit qui augmente en période normale. Qu'un déficit augmente brutalement en période anormale, c'est le rôle de l'État, de combler en quelque sorte l'absence d'activité. Et là, vous vous souvenez pour le Covid, c'est j'éteins la lumière, je rallume la lumière. Pendant que la lumière est éteinte, c'est normal que l'État dépense et vienne prendre le relais. Mais ce qui est anormal, et c'est ça où ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé, c'est pourquoi dans la période de croissance très forte qu'il y a eu après de rattrapage, il n'y a pas eu le rattrapage budgétaire correspondant. Justement, Karim vient de le rappeler, vous connaissez très bien Bercy. À votre avis, quelle est votre hypothèse? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Il ne faut pas regarder juste 2024. Il faut regarder 2023-2024 pour comprendre ce qui s'est passé. Car le premier dérapage, il est de 2023. Et quand vous avez dérapé en 2023, votre budget 2024, il part d'une mauvaise base. C'était en l'occurrence 4%. Et donc on arrive aujourd'hui à 6%. Mais la réalité de 2023 était, pardon pour ces chiffres, de 5,5% de déficit. C'est le premier grand dérapage. Donc il faut partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme politiquement, la décision n'a pas été prise de la remise en ordre et qu'on a continué à vivre au nom du quoi qu'il en coûte, bien, le coût des baisses d'impôts a continué à perdurer, c'était normal, mais les dépenses ont continué non pas à baisser ce qui aurait dû être fait, mais à continuer à augmenter. Donc il y a un moment donné où ça donne ce résultat-là. Alors la question c'est, est-ce que ça s'est pas vu? Si, ça s'est vu. Ça s'est vu forcément au moment où on pose les hypothèses, même si les hypothèses, par définition, c'est toujours faux, les prévisions sont toujours approximatives, et surtout, ça s'est vu en cours d'année. Parce que la conséquence d'une croissance un peu trop élevée et des impôts qui sont moins importants, plus de dépenses, moins de recettes, et ben ça fait beaucoup moins de recettes, et ça se voit. Vous ne le voyez pas à la fin de l'année. Vous, la DGFiP, enfin ceux qui perçoivent les impôts, ils voient bien. Moi, j'ai connu ça. Il y a eu un choix politique. Il y a eu un choix politique. Il y a eu une dissimulation, selon vous? Je ne sais pas s'il faut employer le terme de dissimulation, parce que je ne suis pas là pour faire de la polémique et je ne veux pas être dans le complotisme. Mais oui, il y a eu un choix politique de ne pas tenir compte des signaux qui ont été envoyés par les organes. Moi, vous dites, est-ce que ça s'est vu? Pour moi, la question, c'est plutôt qui est responsable. Est-ce que c'est les Français qui réclamaient sans cesse un peu plus de ristournes, de chèques énergie, de trucs et de machins? Vous voyez ce que je veux dire? On a même inventé quand même une subvention pour le rapiéçage des vêtements usagés. En France, on est en 2023 à l'époque, où l'État, qui aurait dû avoir le courage de dire écoutez, c'est terminé, il n'y a plus d'argent, on débranche. Qui est responsable? Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est forcément l'État, au sens les responsables politiques qui sont là pour ça. Les Français qui se demandent toujours moins d'impôts et plus de dépenses à leur profit, je dirais que c'est naturel, même si on a le droit aussi d'être un peu globalement responsable. Mais enfin, je ne vais pas faire cette critique-là. Chacun, il y en a qui a été dans la difficulté, il y en a d'autres qui avaient envie de voir les impôts continuer à baisser. Non, c'est une responsabilité politique. Et je n'aime pas l'idée suivant laquelle ce serait une responsabilité administrative. Ce serait Bercy qui ceci. Non. Les signaux, ils sont envoyés aux politiques. Le président aurait dû dire stop. Oui, mais il a continué avec le quoi qu'il en coûte. Et il se promenait. Mais vous savez ce qu'il en coûte, de village en village en annonçant des milliards supplémentaires. Vous savez ce qu'il en coûte de dire non en politique, C'est dur. Oui, bien sûr. Enfin, il nous est arrivé de dire non. Je ne vais pas revenir sur le passé, mais rien n'est exactement pareil. Mais enfin, en 2012, on arrive, il y a un déficit qui est à plus de 5%, ce qui était, je dirais, presque normal compte tenu de la crise qu'il y avait auparavant. Enfin, malgré tout, les décisions n'avaient pas été prises, étaient reportées après l'élection présidentielle, et on a fini à 3% dans une période, et ça nous a été reproché. Parce que parce que vous avez été trop rigoureux. Parce qu'on nous a reproché d'avoir augmenté trop les impôts. Et peut-être que dans certains cas, le reproche est exact. Ou d'avoir fait un ajustement trop brutal avec des conséquences économiques. Vous vous souvenez de la courbe du chômage? La courbe du chômage, elle n'est pas descendue aussi vite qu'on l'aurait souhaité parce qu'on a été responsable. Oui, ça coûte d'être responsable. Mais ça coûte encore plus d'être irresponsable. Mais alors là, on voit ce qui est en train de se dessiner. D'ailleurs, il s'en défend, c'est le procès de Bruno Le Maire. Vous avez été
à l'économie et aux finances, vous avez été ministre, vous savez exactement ce que c'est de tenir ce paquebot à Bercy. Qui est-ce qui décide dans ces cas-là? C'est le président de la République ou bien c'est le ministre? La Ve République, c'est un système compliqué. Quand tout le monde est aligné, un président de la République, un gouvernement de la même couleur, une assemblée de la même couleur, ce qui a été le cas du premier quinquennat, un tout petit peu, si je puis dire, dans des conditions plus compliquées, les 2 premières années du deuxième quinquennat, il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je n'aime pas l'idée que ce serait le ministre des Finances qui aurait caché quelque chose. Le ministre des Finances, c'est là aussi quelque chose, il va voir le président et il lui dit, écoutez, là, il y a un petit problème, une difficulté, ou le tutoie, et l'autre lui dit, ouais, c'est toujours pareil, à Bercy, on en rajoute. Enfin, on donne un certain nombre d'arguments, et on donne des arguments suffisamment puissants pour que des décisions puissent être partagées par tous. Donc, je ne vais pas montrer du doigt l'un ou l'autre, mais en l'occurrence, les responsables, c'est le président de la République et les premiers ministres successifs qui n'ont pas pris en compte la situation. Mais alors, si on suit votre raisonnement, si on est un ministre à Bercy et qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit l'Élysée, on s'en va, non? Vous savez ce que disait Chevènement? Oui, ça fait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Voilà. Ouais. Il a fermé sa gueule, peut-être a-t-il raison, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie d'un ministre de l'économie et des finances, il y a d'autres aspects sur lesquels on peut avoir envie de s'engager, mais je pourrais dire ça pour tout le monde. Je vois un garde des Sceaux qui dit que s'il n'a pas ressucé, si je puis dire, son budget, il va démissionner. Enfin, vous les voyez tous en train de dire ça. Michel Sapin, le budget proposé par Michel Barnier, il vous plaît? Il en faut un, d'abord parce qu'il faut toujours un budget, et il faut un ajustement. Si je voulais dire quelque chose d'un peu grosso modo, mais pour les gens, ça ne me fera pas. 60 milliards d'ajustements, c'est la dose. Elle est lourde, hein, mais c'est la dose. C'est la bonne dose. C'est la dose d'économie ou d'augmentation d'impôts. 60 milliards, il faut gagner. 60 milliards, il faut gagner 60 milliards. Sinon, effectivement, quoi? Est-ce qu'on est en faillite? Non, on ne sera pas en faillite. Il y a encore des gens qui nous prêteront. Mais ils nous prêteront comment? À plus cher. Aujourd'hui, déjà, ils prêtent à plus cher qu'à la Grèce. Et donc, quand c'est plus cher, c'est des intérêts que vous payez tous les ans. Aujourd'hui, le budget des intérêts de la dette est presque égal au budget de l'éducation nationale, et dans quelques années, 55 milliards d'euros. Il va être au-dessus. Oui, et il est prévu à 61. Oui, donc, c'est pure perte. 61 milliards. Tout le monde cherche 100 millions par-ci. 61 milliards. Bon, voilà. C'est pour ça que la responsabilité est indispensable. Michel Sapin, le RN a proposé son contre-budget hier, un contre-budget de rupture par rapport à celui proposé par le Premier ministre Michel Barnier, promettant de dégager jusqu'à 15 milliards d'euros de nouvelles économies. Vous trouvez à minima ce budget, ce contre-budget crédible, utopiste, optimiste? Que les groupes, quels qu'ils soient, fassent des contre-budgets, ça me paraît être une bonne manière d'engager des débats et pas simplement des amendements éparpillés, les uns évidemment pour toujours baisser les impôts et les autres évidemment pour toujours augmenter les dépenses. Donc un contre-budget, au moins c'est un exercice d'équilibre, de responsabilité entre les deux. Donc la méthode est bonne. J'ai compris aussi que du côté de la gauche, il y avait le souhait d'avoir un contre-budget. J'ai même cru comprendre que du côté du corps central, qui est censé soutenir le Premier ministre, il pourrait y avoir un contre-budget. Donc la méthode est bonne. Soutien critique, monsieur. Oui, soutien critique. Mais je sais rien. Normal. Soutien critique. C'est comme votre majorité plurielle. Vous avez eu des amis qui n'en étaient pas vraiment. Oui, alors là c'est un petit peu plus compliqué. C'est que comme ils ne sont pas du tout majoritaires, mais très très minoritaires, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter d'être minoritaire à l'intérieur de la minorité qui est censée soutenir le gouvernement. Enfin bref, mais ça c'est la caractéristique de la situation. Après, on peut être totalement en désaccord avec le contenu même. Quand on regarde les fameuses économies du côté du RN, c'est toujours la même ancienne. On va faire ça, des économies sur l'immigration, on va faire des économies. Tout ça, voilà, ça fait partie de leur idéologie qui me paraît vaine, et en l'occurrence vaine du point de vue économique et financier. Monsieur Sapin, ce débat qu'on vient d'avoir là sur les dépenses, les recettes, les fourmis, les cigales, il n'a pas commencé l'année dernière. Ça fait déjà des années en Europe que vous voyez se disloquer précisément des États qui sont toujours à la recherche effectivement de plus de rigueur, de plus d'économie, et les États qui restent dépensiers. Et je trouve que la France et l'Allemagne, de ce point de vue-là, sont entrés maintenant sur une voie qui est carrément une voie divergente. Vos amis sociodémocrates à Berlin ne cessent de dire que la France est dans une forme de dérive. On le voit sur le plan, sur les projets même, sur les projets industriels en commun, sur l'immigration, sur la possibilité un jour d'emprunter collectivement en européen. Est-ce que ça vous inquiète, ça, de voir ce décalage? C'est un des grands enjeux de la situation d'aujourd'hui. Que la France et l'Allemagne soient différents,
nous l'avons été, je pense qu'il est bon que nous le restions. Et que si, justement, l'Europe est puissante et forte, c'est parce que vous avez deux grands pays, l'Allemagne et la France, qui n'ont pas exactement la même économie, pas exactement les mêmes finances, pas exactement les mêmes impôts, pas exactement les mêmes poids au niveau international, mais qui, ensemble, font l'Europe. Comme disait François Mitterrand, l'Allemagne, la France, c'est l'Europe. Donc, s'il y a trop de différences qui deviennent à un moment donné une divergence, pour reprendre vos termes, là on rentre dans une zone de danger. D'abord pour la France. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a une crédibilité avec l'euro, c'est la même monnaie, les deux côtés du Rhin, par rapport aux marchés internationaux, ceux qui nous prêtent, c'est que nous sommes ancrés quand même sur l'Allemagne et sur le sérieux allemand. Là, plus du tout. On a un différentiel, mais enfin, si on était tout seul aujourd'hui avec notre petit franc dans notre coin, je ne vous dis pas à quel niveau seraient les taux d'intérêt. Ouais, ça serait déjà la faillite. Donc on est déjà plus près de la Grèce que de l'Allemagne. Oui, on est plus près que la Grèce, mais comme la Grèce elle-même n'est pas restée à 25%, elle est descendue à 3%. Bon, voilà, donc elle a fait le chemin dans des conditions terribles parce qu'elle est allée jusqu'au bord du gouffre. Donc il faut absolument éviter d'être au bord du gouffre, sinon l'ajustement est très, très puissant. Mais vous avez parfaitement raison de dire que c'est un des enjeux de la situation aujourd'hui. C'est la crédibilité financière, c'est vis-à-vis de la France, c'est vis-à-vis des Français, mais c'est aussi du point de vue international. Un pays lourdement endetté et qui ne tient pas ses finances est un pays qui ne pèse plus ni en Europe, ni dans le monde. Surtout quand il n'est plus capable précisément de mobiliser une forme d'unité européenne en couple avec l'Allemagne. Absolument. Et vous disiez aller vers un emprunt qui soit un emprunt commun. Comme vous le savez, stratégie Draghi. Oui, une stratégie Draghi, mais qui est la bonne. Enfin, vous savez, souvent il faut écouter Draghi, à tout moment. Dans le passé comme aujourd'hui, il dit des choses intelligentes et pesées. Mais on y est allé au moment du Covid, parce que c'était tellement puissant et il y avait tellement d'intérêts communs qu'on a monté un emprunt commun. Mais un emprunt commun, ça veut dire que c'est les Allemands qui garantissent l'emprunt commun. Et les Allemands, ils n'ont pas envie de garantir des emprunts inutiles ou peu utiles, ou parce que les gens n'ont pas fait l'effort. On peut les comprendre d'un certain point de vue, on peut les comprendre. Donc si on veut aller vers cet emprunt commun, qui est une bonne solution, y compris pour la France, il faut retrouver notre crédibilité et notre capacité à être respecté par les autres. D'un point de vue strictement politique, n'êtes-vous pas inquiet de voir s'affaiblir, dans certains cas disparaître la social-démocratie dont vous êtes un héritier? La politique de François Hollande, celle de Jospin, mais plus celle de Hollande, c'était des politiques social-démocrates. C'est-à-dire cette idée qu'on vit sur le marché, mais qu'on mobilise l'État quand c'est absolument nécessaire. Il y a plus cette gauche un peu démocratique aujourd'hui. En France, un peu en Allemagne, mais elle a disparu. Comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est pas d'aujourd'hui que je suis inquiet sur cette affaire-là. C'est pas parce qu'on a vu se dégrader c'est pas tant la gauche, mais cette partie de la gauche qui donnait de la crédibilité à la gauche et qui permet à la gauche d'espérer pouvoir être au pouvoir et gouverner un jour. Gouverner un jour. On peut rester dans une gauche purement tonitruante, qui correspond d'ailleurs à une tradition française. Mais si vous avez seulement cette gauche-là ou un alignement sur cette gauche-là, sans la partie responsable de cette gauche, on garde passer les trains, c'est d'ailleurs ce qui est en train de nous arriver. Mais si je regarde l'Europe, l'Espagne, qui dirige l'Espagne ? Oui, un social-démocrate. Un social-démocrate. Et où est l'Espagne ? Dans une meilleure position du point de vue des finances que la France, et même du point de vue de la croissance que la France. Oui. Je peux vous regarder comme ça tout un tas d'autres pays, parfois plus petits, où les sociodémocrates sont encore là. Il y en a en Europe du Nord aussi, mais ils sont sur des questions très sociétales, immigration, etc. Ils sont en rupture radicale avec ce que pense la gauche française, par exemple. C'est la question de l'immigration, au cas du contrôle de l'immigration, qui est un élément qui est en train de changer, mais qui évolue aussi. Je veux dire, les sociodémocrates français ne sont pas des gens qui veulent une immigration comme ça, libre. On a tous toujours considéré que ça devait être contrôlé avec les moyens de ce contrôle. Tout le problème, c'est pas les lois dans ce domaine-là, c'est un autre sujet, mais c'est les moyens du contrôle. Bien, donc oui, la social-démocratie française, elle est en crise. Est-ce que ça veut dire qu'elle a disparu définitivement ? Je ne sais pas. Je ne le pense pas, je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, et je ne militerai pas dans ce sens-là. Ça peut passer par Raphaël Glucksmann. C'est une personnalité intéressante, selon vous, pour relever justement la social-démocratie ? C'est une personnalité tout à fait intéressante et qui a eu un mérite dans le cadre d'un mode électoral différent, qui est celui de la proportionnelle au niveau national, de montrer que les sociodémocrates pesaient plus que la gauche purement, comme on dit aujourd'hui, radicale, mais que je respecte par ailleurs. Les électeurs, en tous les cas, je les respecte profondément, ils font partie de cette gauche qui peut redevenir majoritaire si les deux s'alignent
plutôt sur les positions social-démocrates. Donc oui, c'est quelqu'un de très, avec beaucoup de qualité et qui a démontré une capacité dans cette élection européenne. C'est très particulier, ça veut dire une élection européenne. Et il y a d'autres personnalités, et je ne regarde pas les personnalités qui ont pu passer, avoir le même âge que moi et commencer Vous ne parlez pas de François Hollande, c'est ça? Politique en 81 ou en 86 ou en 88. Celles-là comptent et elles peuvent aider à la reconstruction de quelque chose, mais il y a toute une nouvelle génération qui est là, qui est prête. Il y a des gens qui ont démontré leur capacité à la tête de mairie. Il y en a, voilà, c'est à ceux-là aussi de prendre le relais en s'affirmant et non pas en s'alignant. Merci Michel Sapin d'être venu ce matin dans le 6-9 face aux experts.